Merci. Voilà, merci d'être avec nous sur Facebook. Donc aujourd'hui, des idées en direct, ce sera avec le docteur Alassane Zulkaneri qui va nous appeler depuis le Bénin, depuis le département de l'Ali-Morikandi au Bénin, pour nous parler comment lui et ses collègues organise des AVS sécurisés en période de pandémie Covid-19. Donc un témoignage très très intéressant issu du réseau scolaire Covid-19. Bien sûr, c'est le bulletin quotidien que vous pouvez retrouver 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi. Donc bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue à toutes et à tous, c'est donc le bulletin quotidien du réseau Covid-19, des idées en direct du réseau scolaire Covid-19 pour rapporter comment les acteurs de la vaccination sur le terrain agissent pour s'adapter à la pandémie, pour pouvoir continuer à vacciner les enfants. Avec moi, Charlotte Mbou. Bonjour Charlotte. Bonjour Reda et bonjour à toutes et à tous, surtout à notre invité de cette journée. C'est toujours un plaisir de participer à cette séance. Est-ce que tu peux nous présenter qui est notre invité aujourd'hui et quel est son focus, sur quoi a-t-il travaillé au sein du réseau scolaire Covid-19? Donc aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Alassane Zulkaneri, venant du département de la santé d'Ali-Morikandi au Bénin. Et justement, dans le cadre du réseau scolaire Covid-19, il avait comme défi le fait de réagir efficacement face à l'épidémie due au DPV2 dans 4 communes dans son département, et justement les expériences à travers le moteur d'idées et le réseau, l'exercice 1 du réseau scolaire, il a parvenu à rédiger une plan d'action qu'il compte mettre en œuvre dans son contexte afin d'améliorer la couverture vaccinale. Je ne vais pas tout déballer maintenant. Je pense que le docteur Alassane serait plus mieux à partager effectivement son expérience avec nous, Reda. Alors Alassane, soyez le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous présenter donc pour les collègues, confrères et consoeurs de tous les pays francophones qui sont à votre écoute? Merci beaucoup, docteur Reda. Merci à madame Charlotte. Je suis le docteur Alassane Zulkaneri, médecin, chef service départemental, le département de l'Ali. Alors, vous l'avez su, bien introduit. Et la sous-région ouest-africaine est en proie des épidémies de poliovirus circulant. On vous écoute, oui. De souche vaccinale de type 2. Et même récemment, l'Afrique a été déclarée quand même
comme continent ayant éradiqué le poliovirus sauvage. Néanmoins, il y a le CVD-PV2 qui circule également. Et c'est le cas de mon département. Et en 2019 jusqu'en 2020, en mars 2020, il y a eu plusieurs AVS. Au total, il y en a eu 9 au Bénin. Mais depuis l'apparition du premier cas, le 16 mars 2020 au Bénin, le premier cas de COVID-19, il n'y a plus d'AVS. Donc, dans ce contexte particulier où le poliovirus circule toujours, il était question qu'on trouve des moyens pour pouvoir continuer les AVS. C'est dans ce cadre, une fois accepté au cours scolaire, j'ai décidé de mettre en place ce projet. Et ce projet a été tout au début, vous imaginez, on a également prévu parler des AVS au cours du cours scolaire. Et Madame Charlotte, Dr Blaise et Dr François ont mis tout le nécessaire pour que ce projet puisse être monté. Actuellement, nous sommes dans sa phase de mise en œuvre. Merci. Alors Charlotte va maintenant vous interroger pour qu'on comprenne bien quel était le contexte, qu'est-ce qui a changé, quel a été un petit peu le choc de la pandémie par rapport aux activités de vaccination supplémentaires, donc les campagnes qui sont menées en sus de la vaccination de routine. Charlotte, c'est à toi. Merci Reda, et justement en parlant de l'impact de la pandémie dans votre travail quotidien, surtout en ce qui concerne l'offre de services de vaccination, j'aimerais savoir, Dr Alassane, effectivement, qu'est-ce qui vous a poussé à identifier ceci comme étant un défi dans votre département sanitaire? Merci beaucoup. Alors, je peux dire, ce qui m'a surtout poussé, c'est que, bon, malheureusement, je n'avais pas partagé mon écran, mais c'est que c'est carrément, c'est vraiment parlant quand on voit un peu la surveillance épidémiologique au Bénin selon les semaines épidémiologiques. Et il s'est fait que le département en question a enregistré un cas de PFA polio. Et avec l'aide des partenaires, il fallait faire une riposte. Cette riposte a eu lieu, le round 1 a eu lieu du 28 février au 28 mars pour être réalisé. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apparition du premier cas a fait que du 1er mars jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de riposte. Ok, et justement... À cause de la pandémie. Donc, une fois, quand j'ai... Oui. Maintenant, quand moi j'ai eu l'occasion, Alassane, je suis désolé, on a un problème avec votre connexion. Est-ce que vous êtes en mesure d'améliorer la qualité de votre connexion? Parce que pour l'instant, c'est assuré et du coup, on n'entend pas l'ensemble, la totalité de votre propos. Ok, mais j'utilise la connexion, en tout cas la meilleure connexion qui est à ma disposition. C'est-à-dire directement de mon appareil. Et je n'ai pas voulu utiliser le Wi-Fi qui est un peu plus compliqué et qui n'est pas aussi stable. Mais là, peut-être c'est le milieu où je me trouve qui pose problème. Je ne sais pas si cela s'améliore, mais là, je vais peut-être... Je pense que ça s'améliore parce que vous êtes plus clair maintenant. Peut-être. Poursuivez, on demande bien sûr à ceux qui nous suivent sur... Je voulais sortir. Voilà, maintenant, on demande évidemment l'indulgence de ceux qui nous suivent sur Facebook. Tous et toutes, nous connaissons ces problèmes de connexion et nous apprécions l'effort donc des praticiens qui participent à ce bulletin quotidien. Certains nous appellent depuis le terrain dans des conditions pas évidentes. Donc, on est déjà très, très content de réussir à vous avoir. Oh, Docteur Alassane? Oui, ça peut aller maintenant? Ça va, oui, c'est clair. Ou bien... Oui, poursuivons, voilà, allons-y. Je suis sorti de la salle, peut-être dehors, c'est beaucoup mieux. Ok, je disais que ce qui m'a poussé surtout à penser à ça, c'est la suspension de ce second round depuis plus de 5 mois. Et pour moi, il me dit, mais la réponse n'a pas été faite, c'est que le CVD PV2 est en train de circuler et il fallait quand même réagir très rapidement. En dehors de cela, effectivement, il y a d'autres difficultés par rapport à la vaccination. Ça, c'est commun à tout le monde, c'est-à-dire la réticence des parents, tout ça. Donc, il y avait plein de sujets, mais j'ai choisi de prendre celui-là parce que la suspension, pour moi, me paraissait quand même quelque chose de très grave et il fallait qu'on réagisse
très rapidement. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au choix qui a motivé, par rapport à ce qui a motivé mon choix de ce projet. Merci Alassane. Et justement, le réseau scolaire COVID-19, qu'est-ce que cela vous a apporté de nouveau ou de différent qui a peut-être changé votre manière de percevoir la situation et de l'adresser? Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'au sein du réseau, une fois je me suis inscrit, c'est une première pour moi, il faut le préciser. Et il fallait que je m'adapte à comprendre réellement comment cela marche. Avant de venir, j'avais juste l'idée comme ça, de façon vague, mais je ne savais pas réellement comment monter cela pour en faire un projet. Et une fois que je me suis connecté, j'ai vu, et ce que je retiens en gros, c'est que c'est un peu, le réseau scolaire, c'est un peu un réseau où on sait peut-être là où tu vas venir, mais on ne te dit pas carrément prends ce chemin, mais on te dit allez, qu'est-ce que tu veux faire? Et une fois tu te perds le chemin, on te met sur le chemin jusqu'à pouvoir y arriver. Je veux dire quoi par là? Et ce que le réseau m'a apporté, ça m'a amené surtout à prioriser les choses, à avoir un plan d'action en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire des actions qui sont réalisables et également, ça m'a permis quand même de pouvoir, comment appelle-t-on, identifier des solutions qui sont faisables avec peu de moyens. Donc, pas besoin forcément d'attendre un partenaire. Avec nos moyens locaux, on peut faire beaucoup de choses et changer beaucoup de choses dans notre lieu de travail. Et surtout, cela encore avec le partage avec les autres scolaires, ceci a été vraiment une très belle expérience. Et dans l'évolution du projet, par exemple, avec la revue des pairs, c'est là où j'ai découvert que quand un projet est fait, quand d'autres personnes apportent leur touche particulière, cela vraiment améliore significativement le projet. Parce qu'un projet qui a été élaboré en son temps, et je pensais que tout était fait, mais un des pairs me disait de faire un tour dans le moteur d'idées. Je devais encore avoir des idées, puisque j'avais travaillé sans avoir pris une idée dans le moteur. Mais je me suis mis à travailler. Justement, parlant du moteur d'idées, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que vous avez pu capter du moteur d'idées qui vous a permis d'enrichir davantage votre plan d'action? Merci beaucoup. Au fait, au niveau du plan d'idées, je pense que j'avais mal fait mes recherches dans le plan d'idées. Qu'est-ce qui s'est passé quand je montais mon projet? Je suis allé dans le plan, mais il y avait beaucoup d'éléments. Je n'ai pas pu faire la part des choses. Alors, une fois que ce père-là et ce collègue scolaire me disaient de faire tout pour trouver des idées qui étaient en rapport avec mon sujet, je suis rentré. Et là, finalement, j'ai trouvé un sujet, et ça, je le dis ici aujourd'hui, qui avait pris exactement dans le moteur. Il a posé exactement le sujet. C'était au Burkina. Il fallait également de réaliser un second round. Et j'étais stupéfait quand je l'ai découvert. Et il a décrit, mais d'une autre manière, pratiquement ce que j'avais décrit. Et ceci, surtout, ça m'a encouragé à continuer parce que je me suis dit, mais tiens, je suis alors sur la bonne voie. Et ce monsieur en question, il a posté ça dans le moteur d'idées. C'était déjà comme un projet parce qu'il a décrit toutes les étapes. Donc, je ne l'ai pas paraphrasé, d'accord, mais ça m'a beaucoup plus rassuré dans ce que moi je faisais. Et il a décrit ça d'une autre manière. Les plans d'action, il a détaillé, par exemple, depuis ce que les partenaires devaient faire, ce que le niveau central, ce que le district et ce que le centre de santé devait faire. C'était une autre façon à lui d'appréhender le sujet et les idées étaient les mêmes. À côté de ça, j'ai vu également au Bénin où quelqu'un d'autre avait également évoqué le sujet, mais lui n'était pas allé en profondeur. Et tous ces éléments mis ensemble m'ont permis quelque part d'améliorer, mais surtout de parcourir beaucoup d'autres idées dans le moteur. Et ça, vraiment, ça a été ce qui m'a beaucoup marqué au niveau du moteur d'idées. Merci beaucoup Alassane. Et justement, parlant du moteur d'idées, nous voulons rendre un hommage spécial et célébrer tous ces scolaires-là qui, en 2 semaines, ont contribué plus de 1200 idées dans le moteur d'idées. Et ces idées-là ont pu enrichir des centaines et des centaines de plans d'action qui ont été élaborés par les scolaires du réseau scolaire COVID-19. Et j'ai vu tout à l'heure, Reda, que vous avez projeté le projet d'Alassane pour comme quoi reconnaître le travail qui a été fait par ce contributeur d'idées-là qu'il est en train de célébrer aujourd'hui. Donc, docteur Alassane, nous allons
Charlotte, oui, il y a une première question. Alors, c'est notre camarade Sekou Amadou Koulelba qui pose la question suivante. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'adaptation des idées du moteur d'idées à votre contexte? Donc, vous en aviez cité une en particulier où vous nous avez dit que c'était vraiment l'idée qui correspondait de très près à votre propre effort. Est-ce qu'il y a eu quand même, vous pouvez nous parler de cette adaptation d'une idée lorsqu'elle est valable, mais il faut quand même, les contextes ne sont jamais deux fois les mêmes. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'adaptation n'a pas été trop compliquée à mon niveau, et d'autant plus que, comme je le disais, le Burkina et le Bénin vont partager les mêmes réalités par rapport à la pandémie. Et je crois que ce que j'ai eu à faire surtout, c'était d'analyser un peu tout ce qu'il a fait, parce que je connaissais moi déjà tout ce que j'avais à dire, et aller beaucoup plus en profondeur pour voir est-ce que ce qui est fait chez lui, parce que je crois qu'au Burkina, effectivement, ils avaient déjà mis cela en pratique, est-ce que cela a été superposable également au Bénin? Mais je me suis rendu compte que, tiens, on avait les mêmes réalités. Bon, je crois que je n'ai pas eu du tout de difficulté à pouvoir le faire dans le contexte. Et comme je l'ai dit la dernière fois à l'Assemblée générale également, je disais que également chez nous aujourd'hui, nous sommes en plein dedans puisque nous sommes dans les préparatifs de faire cette riposte-là. Et mes idées que j'ai eues déjà, je suis en train de les partager avec les partenaires qui ne trouvent pas d'objection à cela, qui également s'étaient peut-être préparés à le faire de la même manière. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les autres idées que j'ai rencontrées dans le moteur, n'abordaient pas le sujet en profondeur, mais également il y avait quelques éléments qui ressortaient et je pense que c'était bon. L'autre chose que j'avais ajoutée, que j'ai dû enlever après, c'était Dr François qui me l'avait conseillé, c'était le dépistage par exemple de tous les agents qui étaient impliqués, il fallait les dépister à la COVID-19, que moi j'ai osé, c'était trop ambitieux, mais vu le coût d'une réalisation d'un kit de PCR, bon, je me suis dit qu'il fallait voir les ambitions à la baisse et puis voilà, je n'ai plus continué avec cette idée-là. Et justement, parlant d'être réaliste, d'être smart dans l'élaboration de son plan d'action, je vais maintenant vous demander, Alassane, de partager avec nous ces quelques actions, peut-être en résumé, quelques actions concrètes que vous avez décidé de mettre en œuvre pour faire face à votre défi. Ok, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du contexte. Et vu qu'il y a eu suspension pendant près de 6 mois de cette activité, il était question, avant de reprendre, de se baser surtout sur la communication. Avec les fausses idées reçues par rapport à un vaccin qui va être un essai et autres, aujourd'hui, aller vers nos communautés pour faire de la vaccination, c'était difficile. Donc, mes premières actions, c'était surtout une communication et vraiment une meilleure communication. Et comme action, c'était d'abord des séances de plaidoyer à l'endroit des élus locaux et des leaders d'opinion, les leaders religieux, pour avoir leur adhésion par rapport à la campagne et surtout à la vaccination en général. Et ces activités devaient être menées à divers niveaux, au niveau communal et au niveau des formations des aides sanitaires. Alors, cette communication, comme je l'ai dit également, devait déjà continuer au niveau des séances de vaccination en stratégie fixe dans les centres de santé, où il fallait déjà informer les mères d'enfants qui viennent à vaccination par rapport à cette campagne qui aura lieu. Et c'est le même vaccin qu'on reçoit, mais face à une situation particulière, il fallait vacciner en même temps tout le monde parce que quand bien même on vient au centre de santé, tous les enfants ne sont pas forcément vaccinés. Donc, c'était cette communication surtout qu'il fallait accentuer au niveau de la communauté. Et ça faisait partie de mes premières actions qu'on devait mener. Et également, c'était d'avoir des partenariats avec des radios de proximité pour pouvoir faire passer les spots concernant bien l'activité. Installer les comités d'écoute pour s'assurer que le message passe réellement dans la communauté. Et ceci nous permettra, une fois la campagne engagée, de ne pas d'avoir un taux de refus très, très faible. Et comme je le disais, dans mes résultats attendus, c'était d'avoir moins d'1% de taux de refus et avoir 95% des maires qui étaient informés sur la vaccination, sur la campagne, avant le démarrage de la campagne. Alors Alassane, j'ai une question pour vous. C'est donc, mobiliser les leaders et autorités locales pour un accompagnement de la campagne. C'est une pratique de longue date dans la vaccination. Donc,
comment, voilà, du coup, comment est-ce que vous avez adapté votre action et qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, ou de différent ou de surprenant à cause du contexte Covid? Qu'est-ce qui avait réellement changé qui permet ensuite de bien cibler cette action spécifique? OK. Merci beaucoup. Et par rapport à la pandémie actuelle, c'était qu'on avait plusieurs manières d'informer. Soit on informe avec les canaux comme ça, et puis la radio, les prières publiques, on s'arrêtait là. Mais ici, le plaidoyer, c'était déjà effectivement une stratégie qu'on utilise pour les AVS. Mais ici, c'était de faire un plaidoyer spécialement en insistant sur le contexte actuel. Puisque quand on fait un round 2, de round 1 à un round 2, souvent, on considère tous les messages qui ont été diffusés au round 1 et on passe au round 2 selon notre stratégie qui est adoptée. Mais ici, il fallait qu'au round 2 également, qu'on reprenne cela, mais surtout en reprécisant les éléments par rapport au contexte Covid-19. C'est surtout ça, notre crainte, c'est que par rapport aux fausses idées reçues, qui est vraiment déjà un rejet. Et c'est surtout ces élus locaux qui se diront peut-être: je veux protéger ma communauté, je suis contre le vaccin. C'est surtout pour ça qu'il fallait qu'on reprenne ce plaidoyer à leur endroit. Voilà un peu ce qui est différent. C'est vrai, c'est la même idée, mais c'est à l'intérieur, dans le développement, qu'il fallait montrer un peu la différence et insister sur le contexte. OK. Je vais directement enchaîner avec une autre question, Alassane, juste pour savoir, je sais que vous avez ciblé l'organisation des AVS, la communication et autres, mais quelle serait la plus-value de l'implémentation de votre plan d'action en ce qui concerne, en gros, l'offre de services de vaccination en général dans votre contexte? Merci beaucoup. Et alors, les AVS sont vraiment un véritable défi, un véritable challenge dans notre contexte et dans notre communauté d'abord en général et surtout dans ce contexte. Alors, par rapport aux autres services, en tout cas par rapport à la vaccination de routine, ce que cela pourrait apporter, c'est que si au cours de cette communication, comme je l'ai dit, à chaque étape, on parle des AVS, mais on insiste également sur le reste de la vaccination. C'est d'ailleurs pourquoi dans mes actions de communication, je parlais également de ce qu'il fallait continuer et surtout profiter des stratégies avancées, stratégies fixes que nous faisons en vaccination de routine pour parler toujours de la vaccination, pour avoir l'adhésion des maires et tous nos communiqués vont parler certes des AVS, mais vont être élargis aux autres services de vaccination. Et les mêmes stratégies que nous allons adopter plus tard, ce qui était prévu, c'est que plus tard, il faudrait que toutes les communes, avec les RPF, les responsables de la vaccination, puisque de mon poste que j'occupe, je suis chargé de la vaccination en réalité, responsable de tout ce qui concerne la vaccination dans le département. Et c'est un département de plus d'1 million d'habitants. Alors, c'était qu'on a des séances de rencontres, c'était d'implémenter toutes ces actions concernant le mode de communication pour essayer de convaincre les mères d'enfants, pour avoir l'adhésion des parents de la communauté par rapport à la vaccination en général. Et pour une dernière question, Reda, pour Dr Alassane, juste pour savoir, est-ce que vous avez l'expérience de la réticence face à la vaccination dans votre contexte et qu'est-ce que vous faites pour gérer cela? OK, merci beaucoup. Et dans notre contexte, on a très souvent, ce qu'on rencontre, c'est des réticences au cours des AVS. Des réticences au cours des AVS que nous rencontrons. Et cela est souvent géré pour la plupart, en tout cas dans mon département en question. Et il n'y a pas eu d'AVS où il y a eu de refus ou de réticence qui n'a pas pu être jugulé. Ce que nous faisons souvent, c'est toujours l'implication. Bon, si je dois un peu faire un peu le point, c'est que quand il y a des AVS, il y a des superviseurs de proximité qui sont les premiers à être informés des cas de refus et qui les remontent au niveau des infirmiers, au niveau des les infirmiers chefs de poste qu'on appelle ici, au niveau des aides sanitaires, qui sont les premiers qui tentent à résoudre le refus. Et à leur niveau, quand ils n'arrivent pas, ils informent directement au niveau de la commune. Il y a les RPF ou carrément, il y a des responsables, les médecins chefs de district ailleurs. Chez nous, on parle des médecins coordonnateurs de zone sanitaire qui également le font. Mais il y a l'équipe de vaccination au niveau départemental, c'est-à-dire mon équipe et mes collaborateurs
quand on est informé, ou carrément c'est le directeur départemental de la santé qui le fait. Mais tout au niveau de la pyramide sanitaire, voilà, je vous ai cité ceux qui interviennent, mais en impliquant toujours et toujours les leaders, soit c'est les chefs traditionnels, les chefs coutumiers de la localité. Et on a une très bonne collaboration avec eux. Il y a une certaine confiance qui fait qu'une fois que le refus est signalé, nous, le défi, c'est toujours de signaler les refus. Il ne faut pas que les refus soient là et isolés, qu'on ne soit pas informé. Dès qu'on est informé pour des refus contre la vaccination, on arrive toujours avec l'implication des chefs coutumiers. On est dans une localité où la tradition encore a un poids. Quand c'est le chef, le roi de la localité qui dit « accepte un tel », finalement, les gens arrivent à accepter. Mais la communication continue parce que dans ces cas, quand nous vaccinons, ce que nous faisons, on dit à l'agent de santé de faire tout pour voir l'enfant pendant au moins une semaine pour que le parent soit rassuré. J'avais refusé de vacciner mon enfant, mais au moins il y a un agent de santé qui se déplace pour voir comment cela se passe. Et finalement, il devient carrément un modèle pour dire, bon, j'avais refusé, mais les gens, ils ont montré du sérieux. Et par rapport aux effets, aux MAPI et autres également, on avait quand même à leur dire, au cours de la période, il y a des effets qui survenaient, la prise en charge doit être gratuite, il faut quand même un suivi pour que les parents soient vraiment confiants. Et à la suite, le problème ne se pose plus. D'accord, merci une fois de plus, docteur Zulkaneri Alassane, d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Reda, du côté de Facebook, est-ce qu'il y a des questions ou bien de votre côté? Sinon, je vous repasse la parole. Alors, il y a des salutations. Hein. Pour l'instant, on est dans la phase des salutations, alors qu'on est à la fin de ce bulletin. Mais Sila Sekouna, donc de Guinée-Conakry, et le docteur Abdoulaye Sissoko, donc docteur en pharmacie à Bamako, au Mali. Ah oui, alors il y a notre camarade Sekou Amadou Koulalba, donc du réseau qui participe au réseau Covid-19. Il demande, est-ce que vous avez une idée du taux de réticence dans votre zone? On comprendra cette dernière question. Merci beaucoup pour la question, chers collègues. Alors, le taux de réticence en vaccination de routine, nous ne l'avons pas. Mais pour les AVS, nous avons, mais à chaque AVS, cela évolue. Mais je peux vous dire que nous sommes toujours à moins d'1% dans notre contexte. Et ceci, nous avons également fait un travail qu'on appelle la cartographie des zones de réticence. Et cette cartographie nous permet déjà, et même quand on doit envoyer des mobilisateurs sociaux, d'envoyer beaucoup plus dans ces zones-là avant les AVS. C'est ce que nous avons. Mais honnêtement, en termes de chiffres, je n'ai pas de données, mais nous sommes vraiment à 1% pour les AVS. Mais en vaccination de routine, nous n'avons vraiment pas des chiffres parce que c'est très rare. Et on n'arrive souvent pas à savoir si les réticences, c'est souvent qu'il y a des enfants qui ont manqué des occasions de vaccination. Il faut juste aller les chercher. Est-ce qu'il faut les comptabiliser comme des réticences et calculer? Ça, je ne le sais pas, mais également, nous ne le faisons pas. Merci beaucoup, Alassane Zulkaneri. Alors, on arrive à la fin de ce bulletin. On va remonter un peu le volume et la musique. Et je vais vous récapituler très rapidement de quoi il s'agit. En fait, là, si vous êtes nouveau, quelqu'un vous a envoyé le lien, eh bien, il s'agit d'un bulletin quotidien qu'on appelle les idées en direct sur Facebook pour partager l'expérience du réseau scolaire Covid-19. Plus de 3900 praticiens de la vaccination de 96 pays ont rejoint le réseau le 27 juillet 2020 et ont commencé à travailler ensemble. Plus de 800 d'entre eux, dont Alassane Zulkaneri que vous avez entendu aujourd'hui, ont produit des plans d'action pour maintenir les services de vaccination pendant la pandémie. Et c'est ce bulletin donc que vous avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez découvrir les éditions précédentes sur notre page Facebook. Ensuite, le 23 septembre pour les francophones, il y aura une cérémonie de remise des certificats pour clôturer le premier exercice du réseau Covid-19. Donc je vous invite à rejoindre cette cérémonie. Que vous ayez terminé ou pas, venez soutenir vos collègues et quelle que soit votre situation, que vous soyez membre ou non encore du réseau Covid-19. Ensuite, les membres du réseau ont constitué des équipes nationales et ces équipes nationales on va commencer à les reconnaître puisqu'elles ont aussi également travaillé ensemble pour constituer un réseau à travers chaque pays de praticiens de tous les niveaux du système de santé qui œuvrent ensemble en collaboration et pour renforcer la visée des objectifs du programme élargi de vaccination. Le rapport au réseau numéro 2, donc il y a un recueil de données qui est ensuite partagé avec les membres du réseau, ce qui permet à chaque membre du réseau d'avoir une cartographie
de tout ce qui se passe avec la Covid-19, avec la vaccination dans tous les pays où il y a des membres du réseau. Donc ce sera une étape nécessaire pour se qualifier pour la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact à partir du 21 septembre et ensuite pendant 4 semaines. Eh bien, nous allons travailler ensemble, donc uniquement les membres du réseau qui ont complété le premier exercice, travailler ensemble pour mettre en œuvre les actions qu'ils avaient définies comme étant souhaitables, eh bien, vont travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre de ces actions. Également pour ceux d'entre vous qui connaissent ou qui ont participé à Teach to Reach, donc cette initiative, ce programme de la Fondation Apprendre Genève qui vise à améliorer les performances de la vaccination, eh bien, on a 2 conférences prévues, une au mois d'octobre, une au mois de décembre. Et enfin, l'exercice 2 du réseau va commencer à partir du 2 novembre et il s'agira là de prendre à bras le corps pour les membres du réseau et c'est là où on rouvrira le recrutement. Donc si vous n'êtes pas encore membre du réseau, ce sera au courant du mois d'octobre l'occasion de déposer votre candidature pour nous rejoindre et venir nous prêter main forte pour faire face à cette réticence de la vaccination ensemble pour faire mieux et pour aller plus vite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce bulletin beaucoup plus long que prévu, mais j'espère que ça en valait la peine. Je salue chaleureusement un dernier message donc de notre ami Sekou Amadou Koulelba qui dit « Je vous envoie mes chaleureux encouragements. Nous sommes ensemble pour donner du sourire à l'humanité ».